Nouvelles en détail. Dans une déclaration commune publiée à l'issue du sommet du G20 à New Delhi, avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi, les pays riches sont invités à respecter leurs engagements en matière d'aide aux pays vulnérables pour qu'ils s'adaptent au changement climatique, et les institutions multilatérales de prêt sont invitées à fixer des objectifs financiers plus ambitieux. Un commentaire. La déclaration finale du G20 samedi ne contient pas d'appel à sortir à terme des énergies fossiles polluantes, objectif jugé pourtant indispensable sur le premier bilan de l'accord de Paris publié vendredi par l'ONU Climat. Le texte publié lors d'un sommet des dirigeants du G20 à New Delhi se contente d'appeler à accélérer les efforts vers la réduction de la production d'électricité à partir de charbon, ce qui exclut le gaz et le pétrole, et de réaffirmer l'engagement à réduire et rationaliser à moyen terme les subventions pour des usages inefficaces d'énergie fossile. Les dirigeants du G20, qui représentent 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, reconnaissent toutefois, comme conformément aux recommandations du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat de l'ONU, la limitation du réchauffement à 1,5 degré nécessite une réduction rapide, forte et soutenue des émissions de 43% d'ici 2030 par rapport à 2019. Il déclare aussi soutenir les efforts visant à tripler la capacité mondiale en matière d'énergie renouvelable d'ici à 2030, tout en promettant d'intensifier les mesures de lutte contre le changement climatique. Le groupe poursuivra et encouragera les efforts visant à tripler les capacités en matière d'énergie renouvelable, peut-on lire dans la déclaration. Nous nous engageons à accélérer d'urgence nos actions pour faire face aux crises et aux défis environnementaux, y compris le changement climatique, ajoute-t-elle. Le G20 avertit aussi que les investissements doivent augmenter de manière substantielle. Beaucoup de voix s'étaient élevées pour réclamer un engagement plus fort du G20 sur le climat. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à la séance inaugurale du 18e sommet du G20 à New Delhi. Dans son allocution prononcée au cours de cette séance, le président el-Sisi a souligné le rôle du G20 dans la résolution des déséquilibres de la structure financière mondiale et dans le développement des institutions financières internationales pour répondre aux problèmes structurels auxquels sont confrontés les pays en développement. Les détails dans ce commentaire. Le président el-Sisi s'est exprimé au sommet du G20 non seulement en tant que président de l'Égypte, mais au nom de l'Afrique et des... Sisi participated in the G20 summit, which was held in the Indian capital, New Delhi. Presidential spokesperson, Councillor Ahmed Fahmy, said the participation of President Abdel Fattah el-Sisi in the G20 summit came upon an invitation by Prime Minister of India, Narendra Modi, as the head of a state's participation in the G20 summit came as a kind of boosting the developing countries' efforts to participate in the global economy activities, as President Abdel Fattah el-Sisi addressed the G20 summit to boost the integration of the African economy into the global economy, and the Egyptian will to be a hub of storing grain. Also, in addition to the Egyptian efforts to contain the energy crisis, launching an initiative to host the green hydrogen. Also, President Abdel Fattah el-Sisi met with Charles Michel, the head of the EU Council, on the sidelines of the G20 summit. President Abdel Fattah el-Sisi also had another meeting with Ursula von der Leyen, the head of the EU Commissioner. Also, President el-Sisi inspected the hall, which is specialized for
exhibiting the special artifacts of all the participating countries. President Sisi also participated in New Delhi in the mini-European African Summit, which witnessed all the developments of joint cooperation fields, particularly the joining of the EU in the G20. ومن جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية Retournons avec le journal et toujours en ce qui concerne le G20. Alors, les dirigeants du G20 réunis à New Delhi ont admis aujourd'hui l'Union africaine comme membre permanent de cette instance rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. Le point avec Chérif Boussela. Le G20 a intégré officiellement l'Union africaine. Un signal fort pour l'Afrique et une victoire diplomatique pour l'Inde qui s'affiche comme leader des pays du Sud. C'est l'une des premières annonces concrètes à sortir de la réunion ce week-end à Delhi des dirigeants de ce club des plus grandes économies mondiales, avec un important projet d'infrastructure au Moyen-Orient pour lequel un accord doit être signé en marge du G20. Cette adhésion pour laquelle nous nous sommes mobilisés offrira un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en faveur du continent, s'est félicité le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le continent n'était jusque-là représenté au G20 que par un seul État, l'Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa s'est dit ravi de la place offerte à l'Union africaine. Les pays du G20 risque de peiner davantage à trouver un consensus sur les questions géopolitiques, notamment l'attitude à avoir face à la Russie ou le climat. Des sujets pourtant lourds de conséquences pour les pays en développement en première ligne face aux événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique, comme face à l'insécurité alimentaire que nourrit la guerre en Ukraine en pesant sur les prix des céréales. Le climat et notamment l'abandon progressif des combustibles fossiles fait partie, avec l'attitude à avoir face à Moscou après l'intervention militaire de l'Ukraine, des sujets sur lesquels les membres du G20 peinent à trouver une position commune. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé au mini-sommet Afrique-Europe tenu en marge du sommet du groupe du G20 à New Delhi. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que ce sommet a évoqué le développement d'un certain nombre de dossiers d'intérêt commun, notamment l'adhésion de l'Union africaine au G20. Dans ce contexte, le président el-Sisi a affirmé que l'entrée de l'Union africaine au G20 va offrir une voix et une visibilité à l'Afrique et lui permettra de faire valoir ses intérêts et ses points de vue au sein de l'instance. Le porte-parole a ajouté que le sommet a également porté sur la situation actuelle et ses répercussions négatives sur la sécurité alimentaire. À cet égard, le président el-Sisi a souligné que pour contenir les défis de la crise alimentaire croissante, nécessite de développer une vision commune pour renforcer la gouvernance du système mondial de sécurité alimentaire. En marge du sommet du G20 à New Delhi, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec les leaders et de hauts responsables du monde pour discuter de derniers développements sur la scène régionale et internationale. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le premier ministre chinois, Li Qiang, et le président brésilien, Lula da Silva. La réunion a confirmé la solidité des relations entre l'Égypte et l'Union européenne et ses États membres et de parvenir à un consensus sur l'évolution globale de la coopération institutionnelle conjointe sur les plans politiques, économiques et du développement, en particulier dans le cadre du document de priorité du partenariat égypto-européen pour les années à venir jusqu'en 2020.
La réunion a également abordé le dossier de coordination entre l'Égypte et l'Union européenne sur de nombreuses questions régionales importantes dans les forums internationaux, en particulier les développements de la crise russo-ukrainienne et ses répercussions politiques et économiques dans le monde, en plus du développement de la situation en Afrique. En marge du sommet du G20 à New Delhi, le président Sisi a également rencontré le président du Conseil européen, Charles Michel. La réunion a confirmé la solidité des relations entre l'Égypte et l'Union européenne et ses États membres et de parvenir à un consensus sur l'évolution globale de la coopération institutionnelle conjointe sur le plan politique, économique et de développement, en particulier dans le cadre du document de priorité du partenariat égypto-européen pour les années à venir jusqu'en 2027. La réunion a également abordé le dossier de coordination entre l'Égypte et l'Union européenne sur de nombreuses questions régionales importantes dans les forums internationaux, en particulier les développements de la crise russo-ukrainienne. Le président Sisi s'est également entretenu avec le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président des îles Comores, Ousmane Razali, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a confirmé qu'il y a un grand attachement à suivre l'avancement des travaux au Grand Musée égyptien à la lumière de l'attention portée aux moindres détails du musée en tant que système. Ceci est intervenu lors d'une tournée d'inspection du Premier ministre au Grand Musée égyptien pour suivre l'avancement des travaux à la lumière du fonctionnement des ces deux musées, ainsi que la position exécutive actuelle et les développements dans la zone environnante et la zone des pyramides. Dans ce contexte, Dr Madbouli a souligné la nécessité de poursuivre les travaux en cours pour développer et accroître l'efficacité de l'environnement géographique du Grand Musée égyptien en réalisant l'intégration et la liaison avec la zone du plateau des pyramides afin d'offrir une expérience exceptionnelle et unique aux visiteurs et aux touristes et maximiser la valeur ajoutée de cette zone pour devenir la zone touristique archéologique la plus importante au monde d'une manière digne du grand visage historique de l'Égypte. Le 34e congrès international du Conseil supérieur des affaires islamiques a été lancé ce matin sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Le thème est cyberespace et moyens modernes du discours religieux entre usage rationnel et déviation. Dans son allocution lancée à l'inauguration de la conférence, le ministre des Waqf, Dr Mukhtar Gomaa, a adressé son appréciation au président Abdel Fattah el-Sisi pour avoir parrainé la conférence et son intérêt accordé à la construction des mosquées dont le nombre a atteint plus de 10 500 mosquées au cours des 9 dernières années, ainsi que ses conseils continuent d'améliorer les conditions des imams. Dr Gomaa a exprimé son espoir que cette conférence soit un moyen de se rassembler et d'utiliser le cyberespace pour soutenir les questions de la tolérance religieuse et de consolider les moyens de la technologie moderne et d'instaurer les fondements de la coexistence et de la paix internationale. En marge du Congrès international du Conseil supérieur des affaires islamiques, notre correspondant Hani Farag a fait cette interview avec Dina Jidani, prédicatrice islamique. Donc toujours en marge de ce congrès, de cette conférence qui se tient ici en Égypte sous les auspices du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, il y a beaucoup de prédicateurs, prédicatrices, mais aussi de grands muftis, des grands chercheurs dans le domaine des affaires islamiques. Justement, j'ai actuellement dans cette interview Madame Dina Jidani, c'est une prédicatrice égyptienne. Vous êtes la bienvenue sur Net TV International. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous. Donc le thème de cette conférence est très révélateur. On parle actuellement qu'il y a une sorte des opportunités, mais aussi des défis. On sait quand on parle du discours religieux sur le cyberespace. Donc, premièrement, comment vous avez vu les défis? Deuxièmement, quelles sont les opportunités pour arriver à un discours islamique qui représente le juste milieu de l'islam? Au début, je crois que toujours le ministre de El Waqf, Dr Mokhtar Gouma, a choisi des topics intéressants pour l'époque. Alors, cet topic était toujours intéressant pour cette époque. Pour les défis, il y a toujours des divers discours, des discours convenables et des discours pas convenables. Mais je crois que si on donne beaucoup de discours convenables, alors l'auditeur il ne va pas entendre jamais ce qui n'est pas convenable pour lui. Ouais. Donc vous parlez qu'il y a des discours de haine, il y a des discours religieux qui sont proposés par certains groupes extrémistes, certains groupes terroristes qui est plein de haine, et de l'autre côté il y a un discours religieux qui est plein d'amour. Oui, bien sûr. Alors l'auditeur doit s'assurer que c'est d'un lieu. Oui. Donc il y a d'autres propositions qui ont été lancées aujourd'hui. Par exemple, il y a une proposition concernant comment étendre les activités dans les mosquées. Oui, on fait beaucoup des activités dans les mosquées avec les jeunes, avec les petits, non seulement avec les musulmans, mais avec l'Église. On fait des activités sociales avec l'Église. Il y a beaucoup d'efficacité. D'efficacité et de coopération. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hani Farag. Et enchaînons le bulletin avec le ministère des Affaires étrangères qui suit la situation des Égyptiens au Maroc à la suite du tremblement de terre dévastateur. À cet égard, l'ambassade d'Égypte à Rabat a constitué une cellule de crise pour communiquer avec les associations de la communauté égyptienne dans différentes villes marocaines afin de rassurer de l'état des Égyptiens au Maroc. Entre-temps, l'Égypte a exprimé ses sincères condoléances au Royaume du Maroc pour les victimes du tremblement de terre dévastateur qui a frappé un certain nombre de provinces et de villes marocaines, faisant des centaines de victimes et de blessés, ainsi que d'énormes pertes financières. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a affirmé sa pleine solidarité avec le Royaume et le peuple marocain face aux effets dévastateurs de cet incident horrible et douloureux.